C'est très bien, c'est tout ce que j'ai voulu vous montrer. Bah, écoutez, mon intervention, à la différence de la précédente, sera beaucoup moins technique. C'est pas pour autant que je ne travaille jamais avec différentes techniques, mais c'est tout simplement parce que j'étais dans un cadre, si vous voulez, un peu. Voilà, un petit instant. Hop. J'étais dans un cadre plus orienté, vous voyez, ces derniers temps, depuis mon habilitation, plus orienté justement la recherche fondamentale. Et donc, pour me présenter, je vous présente rapidement justement mes trois derniers ouvrages, dont un qui va paraître, mais c'est surtout celui au milieu, vous voyez, de 2015. C'est à ce titre que j'interviens devant vous, que j'ai le plaisir d'intervenir. Et cette réflexion que je vais partager rapidement avec vous provient justement de l'ouvrage de 2005, donc Les médias immersifs, informatisés, raison cognitive de la réanalogisation. Alors là, pourquoi la réanalogisation, justement? Il faudrait chercher ce terme peut-être dans cette publication que j'ai fait sur les origines. Vous voyez, il se trouve toujours que, enfin, presque toujours que les origines de certaines technologies sont toujours terrain d'un débat intéressant, d'un débat qui se répercute ensuite sur des années à venir. C'est comme ça que je suis tombé sur les pistes donc de ces premiers balbutiements de la VR, déjà de l'image 3D, et puis de la réalité virtuelle par les casques. Qui sont d'ailleurs, c'est ce que je demande dans cet article, ça peut vous intéresser, sont vraiment qui interviennent au même moment que quand les chercheurs américains développent les premiers réseaux numériques. En plus, ce sont pratiquement les personnes qui se côtoyaient, qui se connaissaient et qui puisaient dans les mêmes réserves, dans les mêmes ressources financières, tantôt militaires, tantôt publiques, voilà, aux États-Unis dans les années 60, fin des années 60 et durant les années 60. C'est assez intéressant. Et puis voilà, ça donne aussi les premières notions, les premiers concepts qui, ma foi, sont discutables ou discutés, en tout cas discutables jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, alors pourquoi je parle plutôt de la sensorialité artificielle que de la VR? C'est pour justement montrer que c'est là où il faut chercher le résidu, si vous voulez, ou les prémices plutôt, qui nous serviront d'appui pour notre réflexion théorique. Et c'est à ça qui servira également mon passage par la sphère des hallucinations et de tous les syndromes de Duperie, si vous voulez, tantôt sensoriel que aussi mental. Cérébrale. Pourquoi je passe par ce détour théorique? Justement parce qu'il y a actuellement dans cette tendance qui s'est imposée de la réalité mixte, voilà, de la pensée de la mixité de réalité, que j'oppose au réalisme cognitif, justement, qui présidait aux premières réalisations, notamment celle de Sutherland, qu'on connaît largement pour son épée de Damoclès. Donc, il sort le proto-casque, le premier casque que tout le monde connaît, mais peut-être on connaît moins justement sa réflexion qui vient directement de l'école de Gestalt théorie allemande par le biais du psychologue Kafka qui
qui justement à cette époque-là a rejoint les États-Unis et a commencé à diffuser ces théories sur le terrain américain. Et Schotterland était bien entendu au courant, et non seulement au courant, mais en plus il analysait justement l'immersion en tant qu'immersion sensorielle, avec le référentiel spatial, avec différentes fonctions de l'immersion, notamment la fonction de guidance ou de guidage dans les espaces, ce qui a curieusement disparu de la, voilà, toute cette couche théorique a disparu aujourd'hui avec cette mixité de réalité qui s'est imposée, qui est un raccourci philosophique assez invraisemblable, assez rapide, hein, enfin très rapide même. Et voilà, et qui vient plutôt de la tradition japonaise, parce que c'est les chercheurs japonais qui l'ont établi plutôt dans les fin des années 70. Voilà, donc moi j'essaye de revenir un peu en arrière et rappeler justement cette histoire de comparaison entre les hallucinations et le syndrome hallucinatoire et l'immersion dans l'image virtuelle. C'est une tradition assez ancienne, donc Sutherland lui-même en parlait. Maintenant, là, vous voyez Sensorama de Morton Hellig aussi, une pièce très célèbre conservée précieusement aux États-Unis. Et justement, à l'époque de l'invention ou de premier dépôt de brevet de cette technologie ou de cette technologie, on a commencé déjà à parler justement des hallucinations. Alors, à tort et à travers, mais également avec justement quelque chose de très fort au niveau théorique, parce que si on passe, comme je me suis employé à le faire, par toutes les théories apparues tout au long sur le terrain, surtout européen, tout au long du 19e et du 20e siècle, théorie des hallucinations, on y trouve un gisement de l'archéologie théorique justement assez précieux, et qui nous met sur des thèmes ou de complexes notionnels très opérationnels actuellement, et surtout à partir du moment où ces technologies de la VR et de la réalité mixte tout court, enfin celles qui comprennent plusieurs réalités augmentées, etc. Quand ces technologies passent à l'époque de la créativité fictionnelle, ce qui n'est pas totalement advenu, je veux dire, il n'y a pas encore, malgré l'abondance de plateformes montrant ces accomplissements, ces réalisations, etc. Il n'y a pas encore, si vous voulez, d'œuvres totalement convaincantes, totalement, je veux dire, qui ont passé à la démocratisation, de la spectorialité ou audibilité suffisamment grande pour pouvoir dire que c'est une forme actuellement de créativité qui a atteint son point de non-retour. Voilà, donc effectivement, on peut le dire d'un côté, mais de l'autre côté, on constate quand même que le seuil, la masse critique est quand même franchie, et que si la réalité virtuelle ou l'image 360 ne remplaceront pas les cinémas actuels, mais en même temps, ces technologies narratives vont rebondir quelque part ailleurs, et puis probablement trouveront, d'après ce qu'on voit bien déjà s'annoncer, ils trouveront leur public et leur démocratisation. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, avec ce passage un peu fastidieux par les différentes théories apparues dans l'école par exemple, de psychiatrie expérimentale française sur les hallucinations, j'obtiens un peu aujourd'hui
les clés ou les outils intellectuels tels que reality monitoring ou source monitoring qui sont actuellement tout à fait opérationnels, surtout pour les réalisations fictionnelles, les réalisations qui passent le seuil justement de la narrativité réussie et acceptée par les spectateurs. Voilà. Donc, alors, faisons quelques exemples, enfin justement, très rapidement. On parle souvent de quoi? Des illusions sensorielles. Voilà. Donc là, vous en avez une. Vous la voyez bien, excusez-moi? Oui? Non? Oui, on voit sans problème l'effet d'illusion D'accord. optique. Vous voyez l'effet optique, voilà, je le montre juste à titre d'exemple, voilà. Ensuite, vous avez les contenus psychiques dits sans objet ou sans référent réel. Hein. Les contenus psychiques qui apparaissent sans que le référent réel soit attesté voilà, par des sujets qui ne sont pas justement sujets à ces genres de confusion. Et ensuite, vous avez des formes intermédiaires, hein, comme ici. C'est très, très beau tableau de Van Gogh qui effectivement était apparu au moment des hallucinations. Alors, à la fois, pourquoi j'ai dit intermédiaire, à la fois sensoriel, à la fois au niveau périphérique, si j'ose dire, et à la fois au niveau cérébral. Donc, c'était l'époque justement où le peintre a été sujet parallèlement à deux perturbations psychologiques en même temps. Alors, maintenant, regardons un peu plus de près ces manifestations. Voilà. D'un côté, quand vous avez dans les images citées, vous avez donc, revenons justement aux illusions sensorielles, purement sensorielles. Qu'est-ce qu'on a ici et comment les sciences cognitives actuelles l'interprètent? C'est une interaction neuronale d'un côté au niveau rétinien, hein, si tant est que la rétine soit faite de neurones, elle est faite de terminaisons de neurones, bien sûr. Ensuite, ça peut se produire aussi, ça se produit souvent sur la couche immédiatement postérieure, les cellules ganglionnaires, le réservoir de cellules ganglionnaires où intervient la division de l'information par mille, donc une sorte de compression de l'information, ou bien ça peut arriver aussi au niveau totalement cérébral. Hein. Je ne parle pas, dans certaines maladies, ça peut devenir aussi sur le faisceau nerveux, sur le nerf optique, mais bon, ça c'est beaucoup plus rare et lié carrément à des maladies bien spécifiques, hein, moins répandues. Et donc, alors au niveau cérébral, comment ça se passe? Ce sont donc des centres spécialisés comme les aires visuelles du cortex visuel dans le lobe occipital, où peut se produire, par exemple, une discontinuité dans l'application bijective, normalement bijective, hein, qui construit notre carte rétinotopique responsable de la vision cohérente. Alors, ça peut sonner un peu étrangement. C'est vrai que la cohésion de la vision, elle est faite par le mécanisme de la constitution de ce qu'on appelle la carte rétinotopique dans les cerveaux. Autrement dit, tout ce qui est voisin dans la couche de cellules optiques, de cellules rétiniennes, est également sujet au même type de topologie de voisinage dans le cerveau, ce qui est très intéressant parce que nous avons donc un emplacement spatial. Vous voyez, il y a un topo spatial qui est au niveau purement psycho et non, plutôt physico biologique et l'autre qui est au niveau justement du signal parce que de la décharge neuronale au sein du cerveau, mais qui garde aussi la même topologie. Donc effectivement, si cette fonction mathématique dite bijective n'est plus bijective, intervient justement ce genre de phénomène.
Alors, rapidement, maintenant, contenu psychique sans objet, là, pareil, nous avons autre chose, nous avons donc la construction psychique hautement structurée, présentant de véritables contenus psychiques, des visitations de personnages, des visibles ou audibles, donc la voix, de formes complexes et structurées selon plusieurs degrés de réalisme, suscités ou stimulés par les états émotionnels. Surtout. Alors, il y a déjà deux choses. Il y a d'un côté construction, effectivement, plutôt, je dirais, par le lobe alors là, mais par les cortex en tout cas, et plutôt et en collaboration justement avec des couches beaucoup plus profondes du cérébral, donc qui viennent voilà, du circuit, de ce qu'on appelle le circuit de Broca, donc circuit actuellement positionné à la base du cerveau et des cervelettes, et qui sont donc responsables, ou plutôt le siège qui constitue le siège de processus émotionnels. Donc, ça fait aussi dans le cerveau une voie de communication ou plusieurs voies réticulaires, plusieurs voies de communication réticulaire qui sont très complexes et qui sont surtout très éloignées. Donc ça, en termes justement de centimètres, ça peut aller de 7 jusqu'à pratiquement du lobe frontal jusqu'au circuit de Broca, ça peut aller jusqu'aux 20 centimètres. Donc ce qui veut dire que ce sont déjà des phénomènes très très complexes. Voilà, il ne faut pas les interpréter trop rapidement comme provenant d'un quelconque cercle ou circonvolution. Ce sont des phénomènes plutôt justement réticulaires qui sont composés par émergence de situations ou de processus très complexes. Voilà. Et puis finalement, nous avons donc dans ces tableaux de Van Gogh, justement, qui est maintes fois commenté par les psychologues, nous avons encore autre chose, parce que nous avons des créations picturales qui puisent ces origines dans les psychismes de haut niveau, tantôt de haut niveau et tantôt justement au niveau tout à fait perceptif, donc périphérique. Donc nous avons deux processus en même temps, en quelque sorte. Nous avons le processus centripète d'un côté, et centrifuge de l'autre côté, ou contrôle plutôt de processus centrifuge par la création d'un objet pictural qui lui-même va être soumis en tant que matériel sensoriel à un autrui, à une autre personne, à un regardeur, et puis va peut-être susciter de nouveau une nouvelle chaîne, voilà, des processus qui peuvent également aller dans une sorte d'hallucination. Alors, tout ça, donc, pour vous dire que pourquoi peut-on comparer ce genre de phénomène avec ce qu'on est en train de vivre dans l'expérience immersive? Il faut se pencher sur la question du champ esthésique à chaque fois. Et c'est ça qui peut être, si ce n'est pas comparable dans les deux cas, si vous voulez, c'est en tout cas par ces biais de l'interprétation, de la scrutation, de l'interprétation du champ esthétique que nous pouvons trouver des réponses fiables pour la VR, en se servant justement de la tradition déjà plus que centenaire de cette pensée sur le champ de la psychologie actuellement, de la psychologie cognitive ou des sciences cognitives qui comporte aussi le versant, si vous voulez, technologique. Alors, donc, allons voir un peu maintenant quelles sont les différentes théories et par quel type de phénomène on arrive à cette fameuse théorie de reality monitoring dont je vous ai parlé. Mais voilà, allons voir quelques exemples, si on a encore le plan. Le phosphène.
Là, c'est le phosphène. Phosphène, c'est un phénomène qui se produit tout simplement par la pression exercée sur le globe oculaire et donc sur la rétine indifféremment. Et bien, par intermédiaire, pardon, de l'humeur qui remplit notre œil. Donc, le célèbre anthropologue dont on parlera 2 fois encore, David Lewis Williams, de l'Afrique du Sud, sud-africain, donc, lui, il dit carrément que le phosphène est à l'origine de la production d'images, de l'apparition de production d'images dans la préhistoire, et il place l'avènement du changement de phosphène en production imagée dans les couches très anciennes, donc du lointain, parce que remontant parfois jusqu'à 100 000 ans. Jusqu'à 100 000 ans. 100 000 ans, c'est en gros en Europe proto-néandertalien, par exemple. Voilà. Alors, on a Hermann von Helmholtz, grand physicien et psychologue fondateur et allemand, qui, lui, il était très, très épris de ces phénomènes. Il était collectionneur et puis il a obtenu de phosphène par l'activité électromagnétique appliquée au nerf optique, etc. Enfin, il a fait énormément il a donné de base, si vous voulez, de la connaissance de ces phénomènes. Jusqu'à aujourd'hui, ses écrits sont pratiquement voilà. Maintenant, passons aux illusions. Là, nous avons donc, c'est surtout dans le pourtour de la Méditerranée qu'on étudie les illusions depuis la plus profonde antiquité. Un peu en Asie, en Inde antique notamment. Et là, bon, surtout ce qui donnait à penser aux proto-scientifiques de cette époque, c'est l'observation astronomique sur la voûte céleste et puis la comparaison relative, vous voyez, de différentes ordres de grandeur de corps célestes, aussi la participation de phénomènes atmosphériques dans la vision ou disparition de certains objets, le jeu d'ombre, par exemple, chez les Grecs, beaucoup étudié, et puis toutes sortes de réverbérations optiques produites justement par différents écrans, et à ce titre, ou de vapeur, par exemple, surface lisse, et à ce titre, effectivement, on cite toujours l'œuvre de Platon, cette fameuse description de la caverne écranique de Platon. Effectivement, il n'aurait jamais pu aller dans les détails si technique, si vous voulez, dans sa description, sans avoir eu affaire avec la pensée écranique déjà à cette époque assez présente, notamment chez les astronomes de l'époque qui commençaient à se servir de différents outils, d'outillage pour l'observation de la voûte céleste. Voilà. Donc, nous avons ça. Bah, écoutez, je veux passer aux activités oniriques maintenant, hein, parce que c'est aussi lié au syndrome hallucinatoire, ou en tout cas, on a cherché toujours le parallélisme entre les deux. C'est un énorme, les plus anciens, on peut dire, réservoir de récits mnésiques, et à la fois mnésiques et à la fois prémonitoires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va dans les deux sens, si vous voulez, de la flèche du temps, hein, tantôt en arrière, tantôt en avant. Donc, ce qui fait déjà une très belle caractéristique de nos activités oniriques. Alors, on s'est dit effectivement, est-ce que la force abductive de la projection créative sur le monde banal, ne produit pas un raisonnement qui
confirme chez le sujet son rôle, vous voyez, de prédiction, son rôle de prédicateur ou de celui qui prévoit plutôt prévoit l'avenir ou peut lire aussi dans le passé. Donc, ça fait, si vous voulez, un processus gnosique. C'est l'activité onirique à la base de processus gnosique assez prépondérant, assez fort. Hein. Et à tel titre, effectivement, on s'est toujours tout de suite intéressé à la suite de découverte de Freud par l'interprétation du cinéma. Freud lui-même n'a pas tellement vu l'avènement du cinéma en tant que quelque chose d'intéressant au niveau psychologique, mais tout de suite, tous ses contemporains, enfin plusieurs de ses contemporains ont tout de suite fait l'association entre le rêve et la position du spectateur, justement, assis confortablement et dans une attitude assez passive dans le cinéma. Et puis, bon, après, on a fait toute une théorie, donc, justement, onirique du cinéma. Comme quoi, enfin, les transformations opérées par le sommeil dans l'appareil psychique correspondent un peu aux transformations que nous constatons chez les cinéphiles très assidus, hein, très livrés à ce genre d'expérience. Et donc après, effectivement, il faut passer un peu en avant vers l'actualité pour voir si le passage du cinéma, si le cinéma jamais était amené à perdre une partie de sa superbe, justement, établie sur son comparaison avec la sphère onirique. Dans ces cas-là, la VR va rebondir sur quel territoire, sur quel terrain, hein. C'est une bonne question que les théoriciens de la VR peuvent se poser actuellement. Voilà. Et puis pour terminer, nous avons encore l'usage des substances psychotropes, effectivement, l'inoculation d'un facteur chimique. Hein. Comment ces facteurs chimiques modifient aussi bien la perception que la conscience. Hein. Toujours, pratiquement toujours, toutes les substances psychotropes qui agissent sur le neurotransmetteur, hein, c'est le rôle primordial, par substitution, par détournement, etc., de certaines substances à l'intérieur, biochimiques, voilà, de certaines molécules. Leur rôle est toujours périphérique et central. Il est dans les deux sens. Hein. Et là, effectivement, nous avons une chose assez intéressante parce qu'on constate, voilà, tous les préhistoriens constatent, et David Lewis Williams le premier, justement, l'usage de psychotropes très rapidement. Et là, j'ai une chose à vous montrer assez intéressante. Voilà, ce bloc d'ocre rouge provenant de 75 000 ans, de la grotte de Blombos, en Afrique du Sud. Et l'analyse de ces blocs nous prendra quelques instants parce que ce que dit Lewis Williams, c'est très intéressant ici. Alors déjà, regardons cette grotte que j'ai eu l'immense chance de visiter. Elle a une très très belle forme matricielle, on peut dire, hein, comme beaucoup de grottes préhistoriques. Hein, et c'est dans ce sens qu'effectivement l'interprétation de Lewis Williams va aller. Pourquoi? Parce que il découvre incontestablement l'œuvre plastique, l'œuvre visuelle, la plus ancienne au monde, hein, 75 000 ans. Donc, vous voyez,
En Europe, on a des premières représentations ou premières interventions de ce type à moins 40. Hein. Donc, on est à plus de 35 000 ans encore en arrière par rapport aux premières manifestations des arts plastiques visuels sur les continents européens. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore plus dans ces stries qui sont symétriques, qui sont calculées. Il y a non seulement la géométrie, non seulement la notion de la symétrie, mais également tout un calcul savant, donc témoignant sans aucun doute possible de l'existence de proto-mathématiques à cette époque. Et donc, il y a plus encore parce qu'il y a aussi un fixatif végétal. Donc, ici, dans les stries, il y a eu une autre catégorie, une autre poudre d'ocre d'une autre couleur pour faire ressortir encore. C'était parce qu'il n'y avait pas probablement, il s'agissait de faire ressortir dans la pénombre. Donc, il n'y avait pas, on ne pouvait pas compter uniquement comme l'écriture, par exemple, sumérienne qui compte sur le soleil, sur les tablettes d'argile qui sont soumises à la lumière incidente du soleil. Ici, il fallait faire avec la coloration. Donc, ils ont fait avec la coloration d'un autre type d'ocre. Et pour la fixer, effectivement, il fallait utiliser un lien végétal et la composition des traces de ces liens végétales prouve qu'il s'agit ici d'une substance hallucinogène. Autrement dit, les peuplades qui habitaient ici et qui étaient donc des ancêtres de peuplades qui étaient connus jusqu'au 19e siècle en Afrique du Sud, et largement documentés, les Khoikhoi, donc les ancêtres de Khoikhoi, concevaient les œuvres d'art visuel, en plongeant, si vous voulez, dans leur registre psychique, dans les phénomènes psychiques suscités par l'usage de substances hallucinogènes, et puis par le geste de projection probablement par sorte d'arbacam, donc par la force d'expectoration, obtenait des images. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de, on a parlé tout à l'heure de la cohésion de l'image, donc entre l'image rétinienne et l'image qui tombe sur la rétine et l'image cérébrale qui se crée dans les aires visuelles. Et ici, le processus allait encore plus loin parce qu'il y avait aussi une sorte d'extrapolation de cette image intérieure. Donc, non seulement il fallait avoir la cohérence et assurer la cohérence de la création de l'image mentale, mais aussi il fallait, par toutes sortes de procédés techniques, assurer la cohérence de l'imagerie qu'on va produire à la suite de cette expérience intérieure, pour l'extérioriser cette expérience et puis pour la faire partager aussi avec son communauté. La communauté Khoikhoi jusqu'au 19e siècle utilisait ça comme un kit de maquillage, une sorte de kit de maquillage pour les cérémonies donc de puberté. Donc effectivement, ça correspond assez bien avec la première interprétation de cette grotte de Blombos que Lewis Williams appelait par le nom de grotte matricielle. Enfin, ça a frappé beaucoup de gens de chercheurs en paléontologie, justement, la forme matricielle de grosse. Et puis, bon, on n'est pas étonné parce que par exemple, dans les signes apparus dans les grottes, il y a une prépondérance, effectivement, pour les signes féminins. Donc
voilà, toutes sortes de manifestations qui ont rapport avec la féminité. Voilà, donc, comment ça. Alors, je pense que probablement je commence à dépasser mon temps, non, mon temps Oui, de tout à parole. fait. Donc, il faudrait un mot de Voilà. à la discussion. Et peut-être. Écoutez, vous avez compris. J'espère que tout ça, ça nous amène justement vers un certain nombre de théories de la psychologie traditionnelle jusqu'aux sciences cognitives. Hein. Je vous fais grâce de noms parce que bon, il y a Eugène Minkowski, bien sûr, fondateur de la psychiatrie française. Il y a Henri Y, hein, qui était son collaborateur, voilà. En tout cas, actuellement, nous avons un jeune chercheur Thomas Rebeiron qui est dans cette mouvance. En tout cas, ça débouche sur ce qu'on appelle la reality monitoring, ou la théorie du monitoring. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. En tout cas, c'est cette théorie que j'applique, à mon sens, avec un peu de succès à l'interprétation justement du champ esthésique d'un sujet qui éprouve l'expérience de la réalité virtuelle. Et puis voilà, ben écoutez, je crois que je veux m'arrêter là. Hein. C'est tout ce que je vous ai dit, c'est à titre effectivement d'aide si vous voulez, à la constitution d'un outillage théorique, intellectuel, qui pourrait être prospérer dans le cadre effectivement des futures réalisations fictionnelles, on peut les appeler comme ça, en tout cas narratives, dans le domaine de la réalité mixte, virtuelle, augmentée et tout ce que vous voulez. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup pour votre attention.